Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de mon podcast Poker Plus, un podcast qui parle de poker mais pas que. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet intéressant où j'ai eu l'idée cette semaine en me baladant un peu sur YouTube et sur les contenus que je pouvais trouver. J'ai appelé ça Table Talk, pardon. Donc la traduction française c'est le fait de parler à table. Et également sur le cas Martin Cabrel. Donc je trouve que c'est un sujet intéressant où il y aura pas mal de trucs à dire. Et je vous propose de commencer directement. Donc on y va. Alors comment j'ai eu l'idée? Je me suis baladé sur le stream de Winamax. Donc très content de voir qu'ils retransmisent les WSOP, donc les tournois mondiaux des championnats du monde à Las Vegas cette année en français, avec des casters, des streamers, youtubeurs de la communauté. Donc c'est très cool, ça fait du contenu en plus. Là où les anciennes années, on devait se connecter sur PokerGo, donc c'était un site américain pour avoir les tables finales en direct. Là, on a la chance d'avoir plusieurs tables streamées, des points de vue qui switch. Et c'est un truc qui est très cool. Là où, par exemple, le Mediacard faisait des interviews, on- où la presse écrite a des articles, on a un peu plus de vidéos, et c'est très cool pour voir un peu des coups intéressants entre des joueurs. Bref, tout ça pour dire que j'ai entendu Adrien, donc Zchance44, dire que Martin Cabrel était affiché sur une table télé parce que c'était la star de la table. Et c'est ça qui m'a fait tiquer, qui m'a donné envie de faire ce podcast, c'est de me dire que ce joueur, il a réussi quand même avec sa réputation. Donc ceux pour qui ne comprennent pas qui est ce joueur, je vais vous l'introduire juste après. Euh, qui m'a fait dire, il a créé une personnalité qui fait qu'aujourd'hui, on va préférer regarder ce joueur à un joueur qui sera meilleur que lui techniquement. Et je trouve ça très cool et super intéressant. Donc, qui est Martin Cabrel? Martin Cabrel, c'est un joueur. Ah, je sais même plus sa nationalité. Il me semble qu'il est serbe. Bon, au pire, vous me direz si c'est pas ça. Qui a un palmarès qui est très très grand, qui a beaucoup d'années de réussite en circuit live, qui est 79e de la all-time money list, donc qui est le 79e plus gros gagnant de l'histoire du poker, qui a 20 millions, je crois, de gains en live, et qui est moins connu pour son talent mathématique que pour sa présence physique et son comportement à table, qui ont construit sa légende, notamment sur ces dernières années où il a fait beaucoup de parler de lui pour souvent des mauvais côtés que des bons, et c'est là que ça va être intéressant d'en parler. Donc j'ai noté que c'était un joueur qui était très virulent, qui à table fait beaucoup de grands mouvements amples, qui parle beaucoup fort, qui est provocateur, qui flirte en fait avec les règles. Et encore flirter avec les règles, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va en parler dans le podcast. Et qui maîtrise, et qui est sûrement un des rois dans l'art du table talk, qui pour beaucoup est qualifié de toxique, un peu la façon dont il aborde. Donc qu'est-ce que le table talk et comment lui, il utilise ça à son avantage? En fait, il sature l'environnement sonore de la table, il parle beaucoup, donc comme je disais, il fait des grands mouvements, il fait des longs monologues exprès pour perturber ses opposants, également quand il est dans les coups contre eux. En fait, il est systématiquement en train de chercher une forme de craquage chez l'adversaire, en chatouillant un peu les cordes sensibles, en ayant ouais, chercher vraiment le craquage, quoi. Et pour certains, il qualifie sa façon de jouer et de s'exprimer à table comme un peu un harcèlement psychologique qui flirte toujours avec la ligne rouge et avec les sanctions qui pourraient être appliquées à ce joueur. Donc, ça m'est venu ce sujet et ça m'est venu plein de trucs intéressants, notamment que je connaissais pas sur les règles autour du poker et les règles autour des tables, qu'on a le droit en casino ou non. Et là où je trouve intéressant ce joueur et un peu ce qui émulse de lui ces dernières années, c'est que là où le jeu se standardise, avec l'arrivée des solvers, etc., même j'ai vu que sur le stream cette année sur les WSOP, on a GTO Wizard qui nous dit en direct, j'ai vu ça sur le tournoi de Heads Up Championship, on voit en direct la réponse théorique du coup, que conseille GTO Wizard. Donc c'est assez ouf de voir ça qui apparaît aussi en asset de stream. Bref, tout ça pour dire que là où le jeu se standardise, ce joueur-là, il a compris que la seule variable incontrôlable par l'humain, par les robots, c'est
l'humain et sa capacité à perdre patience face à la provocation. Donc lui, il joue excessivement bien cet aspect-là, et ce serait un peu le réduire de dire qu'il joue que comme ça, mais je pense qu'il dégage une EV et, et des gains qui sont liés à cet aspect-là, en fait, qui est sa zone de confort et dont lui maîtrise énormément. Je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui sont connus pour avoir ce, cette vista-là, un peu de l'art de parler, de manipuler aussi un peu, je pense que c'est lié, d'autres joueurs, et qu'on construit leur carrière comme ça. Donc on enchaîne. Martin Cabrel, il m'a donné pas mal d'idées, et notamment pour savoir un peu quelles sont les règles actuelles aujourd'hui au poker, et qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire à table. Donc là, ça va être la phase un peu compliquée, mais je vais vous lire du coup un peu les règles, qui sont notamment dirigées par la TDA, la Tournament Director Association des casinos. Donc c'est quoi? En fait, c'est une institution américaine et qui s'applique au monde, qui régule la pratique du poker à l'échelle mondiale. Donc concrètement, c'est le guide que quasiment tous les casinos utilisent, des petits clubs aux plus grands casinos à Las Vegas, pour les tournois de n'importe quelle ampleur. Ce n'est pas une loi nationale, mais c'est la règle de référence. En gros, si tu joues aux États-Unis, en France ou en Europe, c'est les règles de base. Comment on mise au poker, que faire en cas de litige, s'il y a un problème entre deux joueurs, comment gérer les tapis, les stacks, etc. Toutes les règles, elles sont pratiquées grâce à la TDA, donc la Tournament Director Association. Mais ce qui est le plus important dans le règlement, c'est pas ce qui est écrit noir sur blanc, c'est ce qu'on appelle la best interest of the game. Donc c'est quoi? C'est, comment on peut traduire ça? Bah, c'est l'intérêt, le meilleur intérêt pour le jeu. Donc c'est un peu une vision, une doctrine, quoi. Euh, c'est conserver l'éthique. Et ça, c'est en fait, c'est un pouvoir qui est donné aux arbitres. C'est un peu le pouvoir ultime. Donc les arbitres, c'est les TD, les Tournament Directors, aussi appelés les floors, ou encore au-dessus. Donc les personnes qui régissent les croupiers et l'ensemble du staff. Donc s'il y a une situation étrange qui arrive, euh, et elle n'est pas dans le livre, elle n'est pas écrit noir sur blanc, ok, on doit faire ça quand il y a ce cas-là, parce que tout peut être différent. L'arbitre, il a le droit de décider ce qui est le plus juste pour le tournoi à cet instant T. Donc il y a plusieurs cas qui arrivent. Là, ça me revient directement une anecdote que je n'avais pas notée, mais Gaëlle Bowman, donc ancienne joueuse pro du team Winamax, qui, il me semble, à 3 tables ou 4 tables left du main event il y a une dizaine d'années, je dirais, qui a été victime d'une erreur d'un joueur et d'une erreur arbitrale qui, qui lui fait perdre une grosse partie de son stack, et le fait de besto un joueur. Bref, j'ai pas exactement les tenants aboutissants de l'histoire, donc on va pas épiloguer dessus. Mais il y a pas mal de joueurs qui ont été victimes de ces problématiques-là, et qui parfois sont très injustes et qui peuvent coûter beaucoup d'argent. Mais tout ça, c'est du coup géré par les arbitres, donc les tournament directors. Donc en gros, qu'est-ce qu'elle garantit? L'association qui s'occupe de ça, elle garantit que peu importe où tu joues, tu es protégé par le cadre professionnel qui permet de gérer le chaos des tables tout en gardant une cohérence globale. Donc ça, c'est la promesse. Et on va voir qu'en réalité, c'est pas forcément tout le temps ce qui se passe. Donc cette association-là, elle se réunit tous les 2 ans pour mettre à jour le règlement. Peut-être qu'elle devrait se mettre à jour un peu plus souvent, vu les règles et l'évolution. Et quels articles sont intéressants? Du coup, bah, je vais vous les lister à peu près. L'article 41 qui parle de la technique. Donc ça va être tout ce qui est recensé au niveau des cartes. On n'a pas le droit de divulguer le contenu de notre main ou une main qu'on a couchée. Donc c'est par exemple on fold roi 4 off, ça vient au board 4-4-4. On n'a pas le droit de dire à l'oral, ah bah j'avais carré. Sinon ça donne des infos aux joueurs qui, eux, sont dans le coup. On n'a pas le droit de conseiller ou critiquer le jeu d'un adversaire, que ce soit pendant ou après la main. Donc ça, alors je sais pas à quel point c'est respecté, mais qu'est-ce qu'on entend par critique et qu'est-ce qu'on entend euh, par avant ou après la main? Parce que j'ai l'impression que la plupart des joueurs euh, réagissent quand ils voient un showdown ou quand ils voient une situation. Donc bon, ça évidemment c'est dans l'esprit du jeu. Et on n'a pas le droit de lire une main qui n'a pas été retournée. Donc par exemple, un joueur fold, on n'a pas le droit de retourner ses cartes. Évidemment, il n'y a que le croupier qui a le droit de le faire. Au niveau des règles techniques, après on a l'article 64 qui parle des responsabilités du joueur et de l'éthique. Et ça, c'est
un des sujets qui va nous intéresser du coup. Les joueurs doivent se comporter de manière courtoise et éthique en tout temps. Mhm. La pratique de comportements inappropriés ou perturbateurs ne sera pas tolérée. Ce que cela englobe, en gros, c'est l'article fourre-tout, des comportements interdits. Le fait de chercher à intimider ou harceler d'autres joueurs, les gestes obscènes ou les propos injurieux, les critiques constantes du jeu, le fait de ne pas respecter les décisions arbitrales. Donc tout ça, c'est écrit sous cette façon-là. Et évidemment, après, ça, c'est jugé par la subjectivité de la situation par l'arbitre. Donc cela inclut aussi le excessive chatter, donc le bavardage excessif à table, si il est là pour nuire ou même ralentir le jeu à l'approche de la bulle, par exemple, de façon injustifiée pour essayer de gagner du temps. Chaque joueur, en fait, donc là l'attribution elle est un peu catastrophique, mais a le droit à un jeu paisible, donc a le droit de jouer de façon saine, quoi. Et tous ces comportements-là doivent être sanctionnés. Donc, quelles sanctions? Si comportement interdit, dans l'article 65, du coup, ils disent que le directeur de tournoi peut imposer des pénalités pardon, pour tout comportement jugé inapproprié. Et ça peut aller du coup de l'avertissement verbal, en un peu barre zéro, quoi. Juste, il y a faute. On va faire comparaison avec le foot. Il y a faute, ok, balle rendue à l'adversaire. Miss end, donc là, on va bannir le joueur pendant une main, deux mains, trois mains, quatre mains de pénalité pour faute. Un peu semblable du coup au carton jaune. Et ça peut aller jusqu'à l'exclusion totale du tournoi. Donc là, c'est vraiment carton rouge, tu sors de la table, tu sors du casino. Et là, j'ai pas de cas marquants qui me viennent à l'esprit, mais ça a dû sûrement déjà arriver pour, euh, pour des problématiques. Donc là, c'est plutôt le carton rouge, si comportement interdit. Et enfin, la règle ultime, du coup, que j'ai un peu parlé juste avant et que j'ai gardé pour la fin, qui est euh, la règle numéro 1 et l'article numéro 1 de la TDA, stipule que la décision du floor, donc le tournament director, sont finales. Ils ont un peu l'épée, enfin, j'allais dire l'épée au-dessus de la tête, mais c'est ça en fait, ils peuvent trancher, c'est eux qui sont le juge suprême. S'ils estiment qu'un joueur nuit à l'équité ou à la sérénité du jeu, ils peuvent intervenir, avertir et infliger des pénalités. Et ça seront eux qui auront le dernier mot, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne les règles. Et maintenant, on va parler un peu de ce qui entre en vigueur en pratique et qu'est-ce qui pose problème. Tout d'abord, c'est que le tournament director garantit les règles, mais la problématique qui m'est venue spontanément, c'est que cette personne-là est payée par le casino. Le casino, il cherche quoi? Il cherche une rentabilité en faisant venir beaucoup de joueurs qui vont jouer aux machines à sous, évidemment, et également au tournoi de poker, qui vont payer un REC. Donc, quand on paye par exemple 100 euros pour un tournoi, il y a 10 à 15%, 20%, ça dépend les tournois, euh, qui sont un peu une sorte de taxe, qui vont être payés pour le casino, pour justifier les frais de salaire des croupiers, du staff technique, bref, l'ensemble, d'avoir accès au final à la table, donc il y a une part de rake. Et également, ces tournament directors, ils peuvent recevoir des pourboires euh, par les joueurs. Donc il y a une notion en fait de subjectivité qui est claire et que tout le monde comprend. C'est que c'est plus compliqué de punir un joueur si, in fine, ce joueur-là te rapporte de l'argent indirectement par le fait qu'il paye le casino et que derrière cet argent-là te revient. Alors, ça c'est la version un peu trash, mais c'est effectivement ce qui se passe. Euh, la subjectivité, dans le monde du poker et dans le sport, quand c'est un arbitre, c'est toujours compliqué à avoir et à respecter. Euh, D'autant plus si on connaît cette personne-là en dehors de son travail. Martin Cabrel est connu pour bien s'entendre avec la plupart des floors de Las Vegas, parce que connu pour récidive et plein de problématiques qui l'entourent. Mais le fait de bien s'entendre avec ces gens-là, ça peut avoir évidemment une notion de je connais, je laisse passer pour cette fois, par exemple. Je, je n'émets pas d'hypothèse, hein, c'est juste, je peux parler de ce qui peut poser problème, évidemment, quand on connaît la personne ou quand on a une histoire commune. Donc voilà. Le casino, déjà, et chaque casino, ce qu'il faut savoir, c'est que
ils ont leurs propres règles. Donc, quand on achète une licence poker et qu'on va euh, faire on va faire du poker en casino, on respecte la Tournament Director Association, donc on respecte les règles qui sont écrites noir sur blanc. Mais ce qui est règles de conduite interne, services de sécurité, euh, personnel, intérêts commerciaux, tout ça c'est propre au casino. Si on va à Las Vegas dans un casino A et qu'on va dans un casino B, le cas va pas être interprété de la même façon. Parce que c'est pas les mêmes personnes, évidemment, c'est pas les mêmes dirigeants qui ont la main mise sur ce qui se passe à l'intérieur de leur établissement. Donc, euh, cette association de tournament director, elle est un peu des fois réticente, enfin les casinos sont un peu réticents à avoir une entité supérieure, un peu comme la FIFA dans le football, qui dit dans ces cas-là, la faute c'est le joueur A ou B, ou ça peut même être le tournament director, le casino en lui-même, le fait qu'il y ait quelqu'un qui contrôle au-dessus, ces établissements privés, c'est toujours un peu compliqué, ça peut pas vraiment exister aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est plutôt une association qui s'occupe de ça plutôt qu'une fédération. Et on en parlera un peu plus tard. Donc les casinos, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vendent une expérience. Forcément, tu vas jouer au tournoi, tu joues de l'argent, tu y vas pour passer un bon moment, pour avoir de la compétition. Euh, mais tout ce qui est éthique au sein de l'établissement, c'est géré par eux. Donc si un joueur comme Martin Cabrel génère un buzz, ce qui est arrivé notamment l'année dernière avec Mustapha Kanit, où il y a eu des vidéos qu'on tournait beaucoup sur les réseaux sociaux où les deux se trash-talkaient. Donc le trash-talk, c'est l'art de, comment dire, je sais pas si c'est une traduction française pour ça. Bah, c'est provoquer en fait, provoquer de façon peut-être un peu bon enfant, mais des fois la limite avec le malsain, elle est toujours un peu fine. Donc si Cabrel il va générer du contenu et des vues sur YouTube, ce qui est un excellent euh, retour pour le casino, parce que ça va faire du marketing, notamment pour la marque WSOP ou la marque PT, si c'est sur un des PT que ça a lieu, etc. Bah, le casino et les floors hésiteront toujours à bannir ce genre de joueurs qui derrière leur apporte aussi une extra visibilité. Et ce truc-là, c'est un truc qu'on ne pense pas directement. Là où une fédération sportive, par exemple si on fait le comparatif avec le foot, viserait l'éthique, la discipline, la sanction, en fait, vis-à-vis du joueur, le casino, lui, c'est un établissement privé qui vise la rentabilité. Si le poker devient trop propre, strict, ennuyeux même, on peut dire, il perdrait peut-être le côté attirant, le côté visibilité. euh, mais ça, du coup, c'est aux joueurs de le choisir, de revendiquer ou non s'ils veulent un environnement pour travailler qui est plutôt hostile ou alors plutôt propre, strict, etc. Du coup, ça, c'est plutôt un avis que je vous demande aux joueurs qui sont du milieu, quoi. Qu'est-ce que vous préférez entre lisser le jeu live et du coup sanctionner ce genre de comportement, ou alors garder ce climat-là qui, pour certains, est indispensable et va avec le jeu. Un truc qui m'a inspiré aussi, c'est les similarités avec le monde du sport. Ça pourra faire un autre sujet de podcast, pardon, où j'ai envie de parler de est-ce que le poker est un sport? Donc, comment on comprend, parce que ça fera le lien, vous allez comprendre avec la fédération, mais quels sont les piliers classiques d'un sport? C'est euh, l'effort physique mesurable, force, endurance, vitesse, les règles strictes et codifiées, valables partout et gérées par une fédération, donc, ce que le poker manque aujourd'hui, et une compétition avec un système de score, etc., pour qu'il y ait des classements et des vainqueurs. Et ça m'est venu du coup la similarité entre un arbitre de foot et un floor au poker. Notamment par exemple avec la règle de la main, qui fait encore débat et qui a fait débat depuis des années et des années dans le foot, et qui je pense cet été à la Coupe du Monde va sûrement atteindre le paroxysme. Et il y a beaucoup de personnes qui suivent le foot à haut niveau qui disent qu'il faut absolument que les institutions se rejoignent, se parlent, se mettent d'accord sur quand est-ce qu'on siffle main, quand est-ce qu'on siffle pas main. Et c'est pareil avec le penalty parce que forcément ça crée énormément de débats. Donc la règle de la main au foot, c'est l'archétype de la règle subjective par, euh, par définition, quoi. Si la main elle est décollée, si elle est intentionnelle, si elle a X distance du ballon,
si le mouvement il est naturel ou non, tout ça, c'est décidé par la subjectivité de l'arbitre à l'instant T. Et le parallèle du coup avec le poker et avec le table talk, c'est que au foot, on voit le même match, deux arbitres vont interpréter la décision de façon différente. Au poker, Martin Cabrel fait la même chose, qui est dans la zone grise, la zone où ça pourrait être sifflé faute. Le directeur du tournoi, il doit sanctionner pour stratégie, nuisance, qu'importe. Mais dans les deux cas, la décision, elle ne sera pas binaire. Elle ne va pas être pareille d'un un endroit à l'autre, d'une connaissance à l'autre, d'un moment T à un autre, du début de tournoi à approche de la table finale. Donc forcément, tout ça, c'est compliqué comment dire, à codifier. Et c'est là où le poker perd un peu du coup en crédibilité. C'est si les règles ne sont pas strictes et ne sont pas régies par une instance qui a le pouvoir sur la licence en fait poker Texas Hold'em, que ce soit tournoi ou n'importe quel format, le cash, etc. Bah forcément, ces situations un peu zone grise et des joueurs qui font de ça leur fonds de commerce ont plus de marge de manœuvre pour jouer avec ces limites-là, parce qu'ils savent que, et encore plus si on connaît les dirigeants du casino, encore plus si on connaît les organisateurs de tournois, etc. Et du coup, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, appeler le floor en main de poker, c'est un peu comme appeler la VAR au foot. Euh, et ce qu'on peut dire maintenant avec la règle de la main, la règle de la VAR, c'est que si le football, avec des milliards d'euros injectés chaque année, des instances super puissantes euh, partout sur la planète, n'arrive toujours pas à avoir un arbitrage à 100% objectif, comment le poker, lui, arriverait-il à avoir quelque chose qui soit compris et toléré par tout le monde, quoi. C'est super dur, forcément. Ok, on passe à la suite. Et un autre truc qui m'intéressait, c'est pourquoi on aime les personnalités qui soient clivantes, comme Martin Cabrel, du coup. Euh, donc déjà, ce qui est important à savoir, c'est quand c'est clivant, forcément, c'est plus de clics, c'est plus de buzz, c'est plus d'histoire. euh, et c'est un peu comparable avec la politique. Donc on va pas faire de politique maintenant, mais c'est un peu ce que fait Trump, par exemple, quand... Je pense qu'on a tous une image ou une phrase de Trump qui nous a marqué en disant mais pourquoi il a dit ça? Il dit des conneries, quoi. Et bah oui, en fait, c'est vraiment ce qu'il essaie à faire, ce qu'il essaie de faire, c'est que en disant des phrases les plus what the fuck de l'histoire, tu vas toucher la sensibilité des gens. Si on dit par exemple, je sais pas, un chien ça a cinq pattes, tu vas dire mais un chien ça a pas cinq pattes. Euh, et donc, du coup, ça te touche parce que tu te dis, mais là, en fait, c'est pas vrai ce qu'il dit, tu vois. Et en jouant sur cette corde-là, on, on va forcément beaucoup plus être sensible quand ça vient toucher notre sensibilité. Là où on dit un sujet, peut-être que le chien, c'était pas le meilleur exemple, en fait, je me rends compte, mais quand on dit un sujet banal, on va se dire, bon, bah, je suis pas d'accord avec lui, mais c'est tout. Là où on parle de valeurs, on parle un peu plus de trucs qu'on porte en nous, bah, ça va beaucoup plus nous toucher. Et là, on va être beaucoup plus sensible, on va beaucoup plus commenter. C'est pour ça que les personnalités qui sont à la télé aussi, plus elles disent des trucs qui sont hors du commun, plus elles vont être mises en avant, parce que forcément, leurs paroles vont avoir plus de poids. C'est le cas par exemple pour Daniel Riolo sur l'afterfoot, où les gens l'adorent ou le détestent. Il n'y a pas d'entre-deux. Parce que cette personne-là qui a des avis très tranchés, et ben forcément, plus c'est tranché, plus ça fait mal. Et plus du coup, tu as envie de soit te mettre en opposition, soit être d'accord avec lui et te dire que c'est la meilleure personne de la planète. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Les sportifs aussi qui sont très clivants. Pourquoi on aime ça, les gens qui trash talk? Bah, c'est un peu l'aspect que j'abordais avant, c'est les gens qui sont formatés, un top mondial qui va pas faire de bruit, pas faire de vagues, pas avoir d'émotion, et un profil qui va être atypique, va en faire énormément, va apporter du divertissement. Ça, forcément, ça dénote et ça fait un peu plus percer ce genre de personnes-là. Donc là, ça m'est venu plusieurs exemples de sportifs. Par exemple, Cédric Doumbé, qui est un combattant MMA, qui est connu sur les réseaux sociaux pour être le maître du storytelling. Il utilise beaucoup de trash talk, donc ça peut être un peu similaire au table talk, pour créer une attente monumentale sur un combat, en disant mais lui il est nul, en faisant des mèmes de ses futurs combattants, où il va un peu les réduire un peu sur les réseaux sociaux et un peu l'exposer à tout le monde, pour voir un peu essayer de titiller son adversaire, voir comment il tient la pression, etc. Et du coup, c'est quoi l'intérêt d'aimer un Cédric Doumbé ou de le détester? C'est qu'en fait, un match de lui va être beaucoup plus regardé. Il crée en fait une sorte de business, parce que plus qu'un match, il y a un événement narratif, il y a une histoire. Tu veux voir si il va vraiment réussir à le battre, parce que ça fait 6 mois qu'il dit qu'il va l'exploser.
Donc ça crée une attente. Et, et ce truc-là, du coup, c'est un peu à double tranchant. C'est que forcément, quand il dit qu'il va être le meilleur et qu'il l'est, et bah ça, c'est super pour lui. Je pense que c'est une preuve de motivation extrinsèque. Par contre, s'il perd, et bah là, c'est la risée des réseaux sociaux et il en prend plein la gueule. C'est un peu ce qui a eu le cas quand il a affronté Baki et qu'il y avait une épine dans son pied. Le mot épine a été beaucoup utilisé sur les réseaux sociaux pendant des mois derrière. Il y a d'autres sportifs comme Mohamed Ali, boxeur, qui disait je suis le plus grand avant même de l'être, qui a toujours dit je suis le meilleur. Et c'est pas, ça peut être perçu comme une forme d'arrogance chez certains, mais c'est aussi de la programmation mentale pour les sportifs de se dire je suis meilleur que lui, euh, même si je le suis pas dans l'instant T, je vais le devenir. Donc le fait de le dire, ça me force à devoir le faire. Et c'est similaire aussi avec, par exemple, Tony Parker. Je sais qu'il est pas mal critiqué en France pour ses opinions, parce que des fois, il a un peu la mentalité américaine de dire moi, je suis le plus fort, j'ai été en NBA. Cette façon de parler, bon, c'est très personnel, hein, mais il y a certains qui adorent cette confiance en lui qui dégage, et d'autres qui détestent. Donc, pareil, c'est des personnalités clivantes, notamment sur l'émission Qui veut être mon associé, qui passe à la télé, que je regarde de temps en temps où, où du coup il a cette mentalité très américaine, comme je disais. Et du coup, je pense que ces sportifs-là, là où la société a souvent des doutes, là en ce moment, en plus, c'est une période assez tendue, on va dire, dans le monde, bah, les sportifs qui dégagent cette confiance en eux, un peu suprême, de surconfiance, ça fait du bien et ça rassure peut-être les personnalités qui les regardent à la télé ou ailleurs. Il y avait d'autres sportifs comme Zlatan Ibrahimovic, euh, qui avait dit des dingueries sur le PSG à l'époque, sur la Ligue 1. Vraiment, il se mettait au-dessus, mais c'était un peu une sorte de rôle qu'il jouait, quoi. Il faisait un peu du théâtre avec les médias. Et aussi, là où on apprécie ces personnalités, c'est qu'ils font sûrement des choses qu'on n'aurait jamais osé faire, nous, en tant que lambda, j'ai envie de dire. Puis, dernier exemple, c'est avec le PSG cette année qui a été, du coup, qui a eu leur deuxième étoile en gagnant 2 fois la Ligue des Champions. Dembélé et Luis Enrique avaient dit l'année dernière que ça ne serait pas la dernière. Ils ont fait monter la hype, et quand ils la gagnent, bah, c'est 2 fois plus beau pour les supporters. Parce que ça a été annoncé, ça a été réalisé. Par contre, à contrario, j'ai souvenir de Yamal cette année en phase de poule de Ligue des Champions. Donc Lamine Yamal, joueur du FC Barcelone, qui avait dit on arrive, le PSG, on va vous battre. Ils ont perdu 2-1, quoi. Donc des fois, c'est à double tranchant. Si tu es supporter de Yamal, est-ce que tu vas être déçu? Est-ce que du coup, tu vas lui en vouloir d'avoir parlé avant de réaliser? C'est toujours compliqué, mais c'est en ça que des fois, on a envie plus de suivre des personnalités plutôt que d'autres. Donc venons-en un peu aux solutions qu'on pourrait avoir pour le poker. Il y a quand même une notion de fédération qui pourrait être intéressante, de créer quelque chose qui a le pouvoir sur les camps, à savoir les casinos, les joueurs et également la fédération, du coup. En sachant qu'en bon, évidemment en France, ça serait compliqué vu qu'il y a la NJ qui régule les jeux, mais et avoir un truc qui soit sensibilisé et accepté par tous les pays, c'est de la paperasse, c'est très compliqué, sachant que le poker il est interdit dans certains pays. Et ce truc-là, ça justifierait sûrement des matchs de suspension pour les joueurs qui font des fautes graves, et ça les crédibiliserait, vu que ça serait l'instance suprême, comme la FIFA par exemple, qui dit ça c'est pas juste, et donc ce joueur-là il est suspendu pour X temps. Ce qui est le cas pour des affaires de triche dans certains casinos, mais qui n'est pas le cas partout. Voilà. Et ça m'a fait penser aussi à un documentaire que j'ai vu hier soir sur le. C'est vrai que je parle beaucoup de foot, sur le cas du bus des Bleus à l'affaire de la Coupe du Monde 2010. Donc on va faire un rapide passage dessus. Où en fait les Bleus, entre leur deuxième et troisième match de poule, je crois, il y a des problématiques dans le groupe. L'entraîneur perd en crédibilité, donc Raymond Domenech, qui était sélectionneur à l'époque. Et les joueurs, donc bref, il y a un peu d'échauffement dans le vestiaire. Un joueur va avoir un peu une friction avec le coach, qui est Nicolas Anelka, et va être renvoyé du mondial euh, parce qu'il aurait soi-disant insulté le Raymond Domenech. Et on a appris 20 ans plus tard que c'était faux et que ça a été démenti seulement maintenant. Bref, les joueurs qui sont pas d'accord avec ça, Raymond, De- euh, en disant Anelka c'est un des nôtres, il n'a pas dit les termes qui ont été mis sur le titre de l'équipe à l'époque, qui était va te faire, sale fils de. Voilà. Et donc, du coup, ils refusent de s'entraîner. Ils descendent pas du bus et ont un rejet de l'autorité.
Donc j'en viens là, qu'est-ce qui pourrait être le parallèle avec le poker? C'est que si la table se liguerait contre le directeur de tournoi et contre Martin Cabrel en disant s'il n'est pas sanctionné, on joue pas. C'est un peu le même genre de cas, quoi. Si ce joueur-là ne revient pas dans l'équipe par injustice sportive, on ne joue pas. C'est un peu une sorte de grève qu'il pourrait y avoir entre les parties, quoi. Donc les joueurs pensent que c'est pas parce qu'il y a des stars ou euh, des qu'on appelle des titres, des postures, que c'est pas non plus pour ça qu'on va se laisser faire et que personne n'est au-dessus des règles en fait. Donc voilà. Et à l'époque, la FFF avait un peu perdu le contrôle, avait été dans l'incapacité d'imposer son autorité, notamment par son coach Raymond Domenech, qui avait fait des sorties médiatiques catastrophiques à l'époque et qui avait envenimé euh, l'affaire, alors qu'ils auraient pu juste dire on s'excuse, il s'est rien passé. Non, c'était juste des confrontations d'ego. Et l'équipe s'est un peu effondrée par manque de fermeté. Et c'est quelque chose qui pourrait avoir lieu si la TDA n'est pas respectée, si des joueurs ne font que de jouer avec la ligne fine de la règle et commencent un peu à s'installer des histoires d'ego entre joueurs qui se froissent, des joueurs VIP qui pourraient avoir un peu plus de VIP du coup, qui pourraient avoir un peu plus de tolérance parce qu'ils sont connus, parce qu'ils connaissent les joueurs, etc. Versus, enfin en fait c'est juste de l'équité sportive quoi. Donc, il n'y a pas assez de fédérations aujourd'hui, la TDA en tout cas, c'en est pas une, pour sévir et assez priver des joueurs ou bannir définitivement de plusieurs instances, parce que les casinos, ça reste des enseignements, des établissements privés. Donc voilà. Puis aussi, le truc des médias, c'est qu'à l'époque, pendant l'affaire du bus, les médias avaient envenimé encore plus l'affaire qu'elle l'était, en faisant un peu une sorte de chaos, en décrédibilisant les joueurs. Le coach, lui, il a essayé de sauver sa peau. Plus ça partait en vrille, plus tout le monde regardait. Donc forcément, ça crée des clics, euh, ça crée c'était un tourbillon malsain, on va dire. Et avec le parallèle avec le poker, c'est que le casino, qui diffuse par exemple sur une chaîne télé un match, ou qui diffuse sur YouTube, ils aiment pas trop les comportements toxiques, certes, mais ils adorent les vues. Ils adorent l'argent que ça génère. Ils adorent la visibilité. Donc un joueur comme Cabrel, il a une complicité avec forcément ces instances-là. Et on a moins de chances de le réprimander. On le laisse continuer parce que forcément, ça crée de l'entertainment et ça rend la table intéressante. Donc c'est vraiment un sujet compliqué et j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Juste peut-être qu'un peu plus de contrôle et de règles écrites noir sur blanc, pardon, aiderait peut-être euh, la pratique du jeu et la pratique de ce genre de cas. Donc en takeaway et en conclusion, est-ce qu'il faut lisser le poker? Est-ce qu'il faut sanctionner ces comportements-là? Est-ce qu'il faut une institution qui a une régulation totale? Et est-ce que ça pourrait pas ternir la discipline en le rendant un peu un exercice froid et purement mathématique? Mais la vraie question à se poser, je pense, c'est le but, c'est pas de savoir si le poker c'est un sport et ça doit être régulé comme un sport, mais plutôt décider quel genre de spectacle on a envie de regarder en tant que joueur et en tant que téléspectateur. En fait, pour l'instant, le poker, ça reste un spectacle à la télé. Et est-ce qu'on a envie de voir des gens qui soient froids ou des gens qui soient plus chauds, du coup, comme Martin Cabrel? Parce que forcément, le chaos, ça apporte de la rentabilité, et les casinos, ils ferment un peu plus les yeux quand ça apporte de la rentabilité. Là où des personnes peut-être trop ternes, forcément, ça crée un peu moins de story et de backstory, etc. Donc le poker, selon moi, gagnera en crédibilité et sera un peu plus considéré comme sportif. Bon, ça sera le cas d'un autre podcast, donc je vais pas trop vous spoiler là-dessus. Lorsque la communauté décidera qu'elle préfère la valeur du jeu à la valeur du spectacle. Et ça, forcément, c'est euh, à l'avis personnel de chacun, savoir comment on a envie de considérer en fait ce jeu de cartes-là. Et forcément, si on met le jeu avant le spectacle, on sanctionnera plus facilement ce genre de comportements qui peuvent être des fois trop malsains. Mais du coup, ça c'est plutôt aux joueurs de le savoir et aux personnes qui regardent, donc au final à sa communauté, savoir ce qui est le mieux pour la future de la discipline. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que le podcast vous aura plu. J'ai parlé plein de trucs. J'espère que c'était pas trop décousu. Et merci encore de regarder. Je suis content que ça vous plaise. C'était Jules. Je vous laisse là. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 4 qui sera sûrement en interview. Allez, ciao!